c'est vrai. C'est pas... Il manque pas Bien, de... si vous le voulez bien, donc nous allons ouvrir cette deuxième conférence du cycle de conférences que Sciences Po Alumni a décidé d'organiser avant l'échéance présidentielle d'avril, sous l'intitulé global Élysée 2022. Et après avoir, dans une première conférence, abordé le thème d'une élection présidentielle en temps de pandémie, ce qui risque d'être véritablement notre avenir immédiat, nous allons ouvrir ce soir cette deuxième conférence sur l'international. L'élection présidentielle d'avril des 10 et 24 aura lieu dans 4 mois. L'offre politique que vous avez vue à la suite de l'élection dans une primaire fermée de Valérie Pécresse est maintenant assez largement stabilisée. Et vous avez vu que cela engendre en quelques jours un changement assez profond des intentions de vote des Français, puisque dès ce soir, un sondage ELAB, après un sondage ce matin de l'IFOP, annonce la capacité de la candidate républicaine d'arriver au second tour en deuxième position. Les enjeux, en revanche, eux, ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, tout à fait fixés et d'une semaine à l'autre semblent parfois flotter assez profondément. Et on a décidé ce soir d'explorer la question de la politique étrangère dans la campagne présidentielle. Si on fait un retour un peu historique, les campagnes présidentielles des 10 élections précédentes, puisque nous en sommes à la 11e, n'ont laissé que peu de place, apparemment, aux questions de politique étrangère. Néanmoins, pour l'électoraliste que je suis, quand on regarde en détail l'électorat français, on s'aperçoit de quelque chose qui est de plus en plus troublant, parce que ça perdure, c'est que les clivages européens, les clivages qui se sont exprimés en particulier en 1992, avec le référendum sur le traité de Maastricht, en 2005, avec le référendum sur le traité constitutionnel européen, ces clivages ont laissé des traces profondes, très profondes et pérennes dans les comportements des électeurs de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Ça veut bien dire que l'international ou le supranational travaille la scène présidentielle nationale et les attitudes en tout cas, et les comportements des hommes et des femmes qui s'y expriment. Alors, la période récente a vu, et va voir certainement dans les 4 mois qui nous séparent de l'échéance présidentielle, des enjeux vraiment internationaux s'exprimer. J'en pointerai 3 ou 4. Le plus évident, bien sûr, c'est la crise sanitaire qui est mondiale. Partie de Wuhan pour la Lombardie et voyageant ensuite dans le monde entier à l'échelle mondiale. Deuxième remarque, la montée des périls à nos frontières européennes, au nord-est avec la Biélorussie, au sud avec la continuation de fortes tensions migratoires, la question de la diffusion islamiste au Sahel. Tout cela fait qu'en effet, l'Europe est dans un contexte, dans un environnement qui n'est pas un environnement marqué par le calme et la tranquillité. Troisième remarque, les défis tous azimuts du changement climatique qui été après été, et même en dehors maintenant de la période estivale, montent à l'assaut quotidiennement de nos journaux, des images extrêmement fortes que l'on a vues, en particulier pendant tout l'été dernier. Les défis tous azimuts du changement climatique sont devenus omniprésents et créent même, ce qui est intéressant, politiquement, des mobilisations transnationales. Hein, ce ne sont plus des mobilisations simplement nationales, c'est des mobilisations nationales qui répondent en fait ou qui s'inscrivent dans des mobilisations transnationales. Et puis enfin, bien sûr, la modification assez drastique des équilibres géopolitiques mondiaux avec toutes les questions qui seront abordées
ce qu'on ne peut pas présenter comme un duopole, mais peut-être, oui, comme un duopole États-Unis-Chine. Alors cette évolution du court terme va-t-elle avoir un impact plus important qu'avant sur la présidentielle des 10 et 24 avril? Et pour essayer d'y voir plus clair, je remercie nos trois intervenants. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ne peut pas venir, et donc nous ferons sans le Premier ministre. Et la réflexion sera peut-être d'autant plus libre et échevelée que nous n'aurons pas de politique qui parfois en effet est contraint par certaines prudences, et on le comprend bien. Et pour essayer de voir plus clair, donc nous accueillons ce soir Christine Ockrent, une des rares journalistes hexagonales, je ne dirais pas française, hexagonale, qui a vraiment la fibre européenne et internationale, et bien au-delà du seul discours. Madame l'ambassadrice Sylvie Berman, ancienne ambassadrice à Pékin, à Londres, à Moscou, qui est présidente également du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale, et mon collègue et ami Bertrand Badi, que vous connaissez bien dans cette maison, professeur émérite des universités à Sciences Po, et qui a véritablement, quand je parle autour de moi, qui a vraiment initié des générations d'étudiants, qui aujourd'hui sont des post-étudiants, aux évolutions des relations internationales, et qui a été le pivot en cette matière à Sciences Po, et c'est pas difficile. C'est pas une tâche facile pour celles et ceux qui lui succèdent dans les amphis, parce qu'en plus de ça, c'était une bête d'amphithéâtre. Voilà. Donc, voilà. Donc, je passe la parole maintenant à Christine Ockrent. Je vous remercie extrêmement vivement, au nom de Sciences Po Alumni, tous les trois, d'avoir répondu si rapidement et généreusement à notre invitation. Et Christine, la parole est à vous. Merci Pascal. Et merci à vous d'être là. Vous êtes des alumni bien jeunes, pour la plupart, ou en train de devenir des alumni, donc bravo. Donc je vous propose qu'on s'intéresse à cette vaste question en décidant que les thèmes européens ne sont pas vraiment internationaux, me semble-t-il, mais ils sont transnationaux. Et on pourrait commencer à réfléchir sur la place que va occuper la problématique, la thématique européenne dans cette campagne présidentielle, d'autant que la France prend donc la présidence tournante du Conseil européen à partir du 1er janvier, ce qui va susciter évidemment davantage d'intérêt, en tout cas médiatique. Un second axe de réflexion sur les grandes questions en cours sur lesquelles la diplomatie d'Emmanuel Macron s'est efforcée d'être agissante avec plus ou moins de bonheur. Le Sahel, ce n'est pas seulement de la diplomatie, c'est une présence militaire dans la continuité de l'engagement qu'avait initié François Hollande, on s'en souvient tous. Le Liban, où on a vu à 2 reprises le président de la République aller sur place et signifier non seulement l'attachement historique de la France au Liban, mais aussi l'indignation française vis-à-vis de la situation interne de ce pays qui nous est cher, et on a vu que c'était l'une des explications ou l'une des dimensions données à son déjeuner avec le prince héritier d'Arabie Saoudite l'autre jour, et ce coup de fil au Premier ministre libanais pour en fait restaurer, sinon la conversation, en tout cas le financement par l'Arabie Saoudite des affaires libanaises, et un troisième chantier en cours qui est la Libye, puisque là aussi la France s'est efforcée de jouer un rôle avec plus ou moins de bonheur. Troisième axe, dernier axe, où se situe le rôle, la diplomatie française par rapport à l'affrontement
de plus en plus durcie entre la Chine et les États-Unis, et aussi par rapport à Vladimir Poutine. On sait que Joe Biden doit ce soir appeler au téléphone les différents dirigeants européens, à commencer par le nôtre, pour leur faire part de ces conversations de 2 heures, semble-t-il, aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Donc, jusqu'à quel point est-ce que les questions européennes vont-elles occuper le champ de cette campagne présidentielle? Pascal, j'ai envie de vous demander de poursuivre cette remarque sur les clivages profonds qui continuent d'agiter l'opinion sur l'Europe, d'autant, me semble-t-il, que ce sont des clivages souvent à l'intérieur des partis politiques. En tout cas, à l'intérieur des partis traditionnels. Est-ce que c'est une tradition, en quelque sorte, qui perdure, ou est-ce que le fait d'avoir élu un président qui n'est pas encore officiellement candidat, mais enfin on se doute bien qu'il l'est, et Sylvie Bermann était hier soir à l'anniversaire, au 25e anniversaire de l'Institut Jacques Delors, où le président de la République s'est exprimé sur les sujets européens, et on sait à quel point, évidemment, il va utiliser, il fait d'ailleurs une conférence de presse jeudi, sur justement l'agenda, en quelque sorte, de cette présidence du Conseil européen. Donc, première question à vous, Pascal, est-ce que ces clivages vont continuer à marquer la campagne? Oui, je crois que ces clivages qui existent en fait depuis que Georges Pompidou avait décidé d'interpeller sur la question européenne, à l'époque l'entrée de la Norvège, de la Grande-Bretagne dans l'Europe, le référendum de 70 donc, avait décidé d'interroger les Français. J'ai regardé il y a quelque temps pour asseoir un peu la pertinence de mon approche, j'ai regardé les quelques enquêtes dont on dispose sur les profils des électeurs qui avaient voté oui et non à l'entrée, en particulier de la Grande-Bretagne. Et là, c'est déjà visible. C'est-à-dire que ça ne recoupe pas le clivage gauche-droite. Depuis l'époque, ça ne recoupe pas le clivage gauche-droite, et ça introduit, comment dire, du désordre dans les allégeances à la fois idéologiques et partisanes qui avaient l'habitude de structurer les choix électoraux et les choix référendaires sous la Ve République. Ça, c'est la première remarque. Alors ensuite, bien sûr, à partir de 1979 et l'apparition d'élections européennes au suffrage universel direct, le brouillage, au fond, du biséculaire clivage gauche-droite va apparaître de plus en plus, favorisé peut-être par le fait que ces élections européennes sont en plus de ça à la proportionnelle, et que donc il n'y a plus le soutien du scrutin majoritaire à 2 tours pour contraindre presque les Français à une bipolarité à laquelle ils sont tout de même attachés, le clivage gauche-droite, mais pour les contraindre aussi à cela. Et les 2 moments décisifs, c'est 92 et 2005. Là, le désordre introduit, la France se fracture à chaque fois à peu près en 2, une fois légèrement pour le oui, une fois assez clairement, très clairement même pour le non. Et quand on regarde toutes les enquêtes, avec une forte mobilisation à chaque fois, c'est-à-dire une opinion publique qui s'y retrouve, qui est intéressée par cette affaire, et là, le désordre dans le clivage gauche-droite est extraordinaire. Moi, je me souviendrai toujours le soir d'avoir commencé, quand je fais du commentaire électoral, je commence à crayonner ces simples référendums, le oui en noir et le non en blanc, et puis voilà. Et je vois une France apparaître. Et je me dis, tiens, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Et là, à Maastricht, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette France? Qu'est-ce que c'est que cette France? Ça ne correspond à ce qu'aucun historien du politique, électoraliste ne connaissait. C'était une autre France. On retrouvait dans le oui des régions de droite et des régions de gauche, et dans le non, même chose. Et en fait, c'était une logique qui était une logique beaucoup plus profonde, qui s'exprimait de régions comme la Bretagne très ouverte
en fait, sur l'extérieur, qui avaient voté massivement pour le oui, et des régions j'allais dire, de la centralité française, avec une culture beaucoup de rapport à l'État central, de dépendance à l'État, qui étaient enferrées, elles, beaucoup plus dans le non, castrées dans le non. Et donc je me disais, c'est autre chose. Et 2005, c'est la réplique. Hein, c'est la réplique avec cette fois-ci le non majoritaire, mais c'est exactement les mêmes structures géographiques, presque anthropologiques, hein, qui apparaissent derrière. Avec en effet un électorat du non qui est victorieux et qui est un électorat dans lequel, quand on regarde quantitativement, je sais que Mélenchon on s'était agrippé, je me souviens, sur un plateau quelconque, parce que lui disait le non est de gauche. Je disais, écoutez, moi je veux bien, il y a du non de gauche, mais il y a surtout un non de la droite extrême. Hein, et c'est ce non de la droite extrême qui pèse le plus quantitativement. Je comprends que ça puisse vous déplaire, mais voilà, au moins l'espace d'un dimanche, vos électeurs et les électeurs de Le Pen se sont retrouvés côte à côte, quoi. Bon, hein. Et puis après, ça se dissociait, on revenait aux délices du clivage gauche-droite. Ce qui change complètement en 2016-2017, c'est qu'au fond, cet étonnant duo Le Pen-Macron, moi, ne m'étonne pas. Parce que je me dis, au fond, après les coups de boutoir des Français, le deuxième tour de la présidentielle de 2002, les perturbations du référendum de 2005, enfin, du moins, un nouveau clivage s'exprime au plan national et vient faire éclater complètement le clivage gauche-droite. Plus de candidats de gauche, plus de candidats de droite au second tour. Mais au fond, deux candidats qui représentent assez bien le non à l'Europe, on va parler vite, hein, c'est plus compliqué que ça, et le oui à l'Europe. Hein. Et Macron, d'ailleurs, nous avait prévenu dès la campagne. Moi, je me souviens, je suivais en tant qu'observateur de nombreux meetings, je me souviens une fois à Lyon, je disais, mais c'est pas possible. Je suis rentré dans la salle où Macron faisait son... Et il y avait plus de drapeaux européens que de drapeaux français. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je suis les meetings depuis 65. Donc j'ai une certaine habitude. J'avais jamais vu ça. Enfin, c'était tout à fait étonnant. Puis une ferveur. Des gens qui agitaient leur drapeau européen, qui n'étaient pas surjoués du tout. Enfin, on ne disait pas, voilà... bon, il y avait donc une Marine Le Pen qui avait compris ce qui se passait et qui tentait, elle, dans ses meetings, de préparer un ralliement beaucoup plus difficile, parce que rallier le centre-gauche et le centre-droit européen, c'est une tâche aisée. Rallier les deux bouts de l'omelette qui ont en commun cela, c'est beaucoup plus compliqué. Mais elle le préparait. D'ailleurs, entre les deux tours, elle a envoyé un message explicite aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais elle se disait, voilà, il faut que je me mette à l'avant-garde du camp de la société du recentrage national, et c'est comme ça que je pourrais avoir un jour une vocation majoritaire. Donc, quelque part, Macron-Le Pen, voyons, indépendamment des deux individus, ça n'a pas d'intérêt. Macron-Le Pen, c'est pour la première fois sur la scène nationale française l'expression de ce clivage européen. Qui renvoie d'ailleurs à autre, qui s'articule en plus de ça sur un clivage perdant de la mondialisation, gagnant de la mondialisation. Hein, voilà ce qui lui donne qui fait qu'on dépasse la scène européenne. Avec néanmoins, de la part du Rassemblement national et aussi maintenant de la part d'Éric Zemmour, ce qui est quand même très intéressant, n'est plus du tout mentionné l'idée de sortir de l'Union européenne et encore moins de l'euro. Et donc cela veut dire quand même que même dans ces deux électorats plus ou moins fusionnels, l'Europe s'impose, avec plus ou moins d'adhésion, etc. Mais le principe même, enfin le Frexit, n'est à l'ordre du jour de personne, semble-t-il. Même pas de Mélenchon, mais... L'euroscepticisme a augmenté, beaucoup augmenté. Le refus de l'Union européenne, pas du tout. Une majorité très claire de Français veulent rester dans l'Union européenne. Alors, ils veulent la changer, ils veulent la voir évoluer autrement, ils veulent se la réapproprier, que sais-je. Voilà. Mais voilà, ça, je crois qu'aujourd'hui, aussi bien Éric Zemmour, qui est un apprenti politicien, que Marine Le Pen, qui a plus de bouteilles, s'en sont rendus compte et que là, ils prennent en compte cette variable, voilà, de manière tout à fait pragmatique.
Sylvie Berman, vous êtes au conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors, qui est le président de la République est donc venu hier soir au théâtre de l'Odéon, théâtre européen, répondre aux questions de 4 jeunes gens de diverses nationalités européennes sur la manière dont ils voient les priorités, sinon de la présidence française du Conseil européen, en tout cas les priorités auxquelles l'Europe devrait s'atteler. Alors, le sujet migratoire a été évité, mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est que le premier thème évoqué, c'était l'Europe de la santé. Est-ce que, selon vous, avec votre longue expérience de la diplomatie et les postes tout à fait importants que vous avez occupés, la problématique européenne imprègne désormais la diplomatie française? Ça, c'est ma première question. Ou est-ce que le quai reste toujours à une distance plus ou moins, polie? Et deuxième question, quels sont, selon vous, les grands axes de la présidence française du Conseil, tels que Emmanuel Macron devrait d'ailleurs les annoncer après-demain? Il le fera sans doute mieux. Mais je vais peut-être réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a quand même un événement qui a modifié la perception de l'Union européenne par les Européens, c'est quand même le Brexit. Si le Brexit avait réussi d'une certaine manière, peut-être que certains se seraient dit on va sortir. Le Brexit est catastrophique pour le moment. Dans la presse britannique, on disait so far so bad. Il y a effectivement des pénuries, ils sont obligés de faire appel à l'armée pour avoir de l'essence, ils ont une pénurie de travailleurs et quand ils font appel à des travailleurs et à des conducteurs de camions, personne ne veut venir. Et en Belgique, plus des 500 ou 1000, il y en a 20 qui ont répondu. Donc, sur le plan économique, ils ont perdu beaucoup plus que d'autres. La Cour des comptes britannique a révélé que les conséquences négatives du Brexit étaient 2 fois supérieures à celles du Covid. Et donc, je crois que cela a fait beaucoup réfléchir les Européens, mais tous les Européens. C'est-à-dire les Polonais, les Hongrois qui sont critiques n'ont pas davantage envie de sortir de l'Union européenne. Du moins, on aura gagné cela. Pour le président de la République, comme vous l'avez dit, dès le début, il s'est inscrit dans une logique européenne. Et moi, je pense profondément qu'il ne peut pas y avoir de politique étrangère de la France sur n'importe quel sujet, que ce soit vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des questions globales qui ne s'inscrivent pas effectivement dans un contexte européen. C'est une question de dimension, je pense qu'on y reviendra en parlant de la Chine, de la Russie, mais même des relations transatlantiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Donc on critique l'Europe, mais quand il y a une crise, on se demande ce que fait l'Europe. Et justement, la question de la santé est très intéressante, parce que l'Europe a été critiquée dans un premier temps pour son incompétence, alors que précisément la santé était une compétence nationale et non pas communautaire. Cela dit, ça a démontré aussi la capacité de l'Union européenne à régler des crises et à s'engager rapidement. Elle a été critiquée au début pour sa politique de vaccins, mais le président l'a justifié d'ailleurs hier. C'était une question de solidarité, parce que des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, je crois l'Italie, avaient commencé à négocier avec des laboratoires. Mais ça veut dire que seuls les grands pays auraient eu accès aux vaccins. Et si tout le monde n'est pas vacciné, on le voit d'ailleurs avec les pays en développement, ça n'est pas efficace. Et donc, il y a eu une politique déterminée, critiquée au début, mais qui finalement s'est révélée quand même être un succès, alors que du côté de l'OMS, la question n'est pas réglée, qu'il faudra sans doute aussi réformer l'OMS et les organisations internationales. Le motto, le slogan de la présidence française, c'est puissance, relance et appartenance. Et je crois que c'est très important par rapport à tout ce qui a été dit
relance, c'est évident en Europe, mais il faut évidemment qu'il y ait une politique économique dynamique en France et qu'on traite de tous les sujets. Il y aura aussi les fameux critères de Maastricht que la France veut modifier. Bon, il faut dire qu'elle ne les a jamais respectés, mais... après les avoir imposés. Après les avoir imposés, mais ce n'est pas la première fois qu'on fait ça en Europe. Donc, il y a cette question qui est évidemment importante, et si on veut compter dans le monde, il faut effectivement une Europe dynamique sur le plan économique, pas seulement sur le plan économique, et il le dit assez souvent, sur le plan technologique aussi, parce que c'est ça les combats de ce siècle. La puissance, la puissance, c'est la défense européenne. La défense européenne n'étant pas une armée européenne, parce qu'il n'y a pas d'armée de l'OTAN, il n'y a pas d'armée des Nations Unies. En fait, quand vous décidez d'une opération, il y a ce qu'on appelle une génération de force, c'est-à-dire qu'un comité militaire, enfin, en fonction des organisations, décide, enfin, examine le nombre de soldats, d'avions, d'hélicoptères qui doivent être déployés. Il y a des offres des États. Mais il y a une possibilité de renforcer des outils en commun, et c'est pour ça qu'a été créé le Fonds de défense européenne, qui aurait été impossible d'ailleurs avec le Royaume-Uni qui était totalement opposé. Et il y a ce qu'on appelle la boussole stratégique, qui doit être adoptée sous présidence française. Et la boussole stratégique, c'est à la fois une analyse en commun des menaces et les moyens d'y répondre. Et là, on tombe sur la notion d'autonomie stratégique, qui est très souvent évoquée par le président de la République, et qui suppose que l'Union européenne a une capacité, encore une fois, d'analyse autonome, de décision autonome et d'action autonome. Donc, on y viendra tout à l'heure, qui sans suivre, sans être aligné sur les États-Unis. Et cette notion de puissance est évidemment importante. On peut bâtir sur la puissance économique. Après tout, la Chine, c'est une puissance géoéconomique avant de devenir une puissance géopolitique. Donc, l'Union européenne a des atouts. C'est une puissance normative. Elle peut imposer ses normes par les accords de libre-échange qu'elle conclut. Et puis, le dernier point, c'est celui d'appartenance, et qui est effectivement très important, et qui renvoie à ce que vous avez dit, c'est-à-dire cette perception de l'Europe par rapport à la perception de la France seule. C'est que les Européens, enfin les Français, se sentent européens. J'ai l'impression que c'est un problème qui est moins pour les jeunes que pour les gens plus âgés, parce que je pense, enfin, vous me direz si c'est vrai, que les jeunes Français se sentent français bien sûr, mais européens aussi, et on peut avoir plusieurs identités, ce que n'ont pas compris beaucoup d'anglais pendant le Brexit, et je dis d'anglais à dessein par rapport aux Britanniques qui, eux, avaient plusieurs identités. Donc je pense que quel que soit le sujet, la réaction, c'est toujours que fait l'Europe pour la critiquer, bien sûr, mais ça veut dire qu'on attend aujourd'hui qu'il y ait une position européenne, et bien sûr, la France au sein de l'Europe est une puissance qui compte et qui a des capacités de proposition et qui a la capacité de faire bouger les choses. Il est d'ailleurs intéressant de vérifier que les sondages qui mesurent l'adhésion des Français au projet européen sont extrêmement positifs, que ce soit l'Eurobaromètre, où il y a eu, je crois, quelques sondages qui ont été publiés la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, mais fidèles à leur tradition, et je le déplore, quitte à dire du mal du métier auquel j'appartiens, les médias français s'en font très 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 rarement l'écho. Cher Bertrand Badi, vous allez nous pimenter tout cela, pour reprendre une expression de Valérie Pécresse à propos d'Éric Ciotti, même si ça n'a absolument rien à voir, mais il me semble que c'est un verbe qui va avoir beaucoup de succès dans le vocabulaire politique de cette campagne. Donc, pour vous, Bertrand, est-ce que cette notion de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique, sur laquelle insiste beaucoup Emmanuel Macron, avec plus ou moins de succès par rapport à ses partenaires, ce sont d'ailleurs des termes qui sont très difficiles à traduire dans d'autres langues,
Et ça, c'est toujours quelque chose que l'on sous-estime, parce que nous sommes, tant mieux d'ailleurs, attachés au verbe, mais je sais par exemple, je parle sous votre contrôle, Sylvie, qu'en Allemagne, par exemple, voilà, le terme souveraineté, on n'aime pas trop, on préfère le terme autonomie stratégique, qui figure d'ailleurs en toutes lettres dans le compromis gouvernemental de la prochaine équipe qui s'installe ces jours-ci à Berlin. Donc Bertrand, pour vous, est-ce que la diplomatie française, telle que l'incarne et la projette en quelque sorte Emmanuel Macron, sur cette problématique très précise de l'autonomie stratégique, est-ce que vous y croyez? Alors, d'abord, vous avez raison. Oh, est-ce qu'il y a besoin de... Oui, oui. Ah bon? Parce que c'est enregistré et filmé. Voilà, il faut que je fasse attention. Ah ouais. Bon. Je l'ai fait à ton Donc, adresse. je change mon discours en direct. Ce qu'a dit le président de la République est merveilleux. Ah, bon. Je pense que vous avez raison, Christine, de dire que ces termes sont difficiles à traduire dans d'autres langues parce qu'ils sont déjà difficiles à traduire en français. Moi, je dois dire que l'idée d'autonomie stratégique, j'ai fait 45 ans de sciences politiques, je ne comprends pas toujours très bien ce que ça peut signifier. Et vous avez raison aussi d'insister sur l'aspect rhétorique. Bon, c'est un secret pour personne, l'Europe est bloquée dans son mode de fonctionnement depuis un certain temps, et que se passe-t-il? C'est ce que disait mon vieux maître dans cette maison, Gérard Vincent, quand la situation est bloquée, que fait l'acteur politique? Il parle. Et effectivement, la rhétorique permet de surmonter ou de dépasser ou d'occulter les logiques de blocage, et surtout ensuite de dire, si ça ne se fait pas, c'est pas de ma faute, moi qui l'ai proposé, c'est les autres qui ne m'ont pas suivi. Pourquoi est-ce ainsi? Je voudrais faire un tout petit détour par ce sur quoi vous avez échangé il y a un instant. L'Europe aujourd'hui me fait un peu penser, lorsque j'étais étudiant, aux travaux qu'un sociologue, Jean-Pierre Worms, consacrait aux préfets, disant que le notable, l'acteur politique local, lorsqu'il échouait ou lorsqu'il ne pouvait pas faire quelque chose, il disait c'est la faute du préfet. Et le préfet était une sorte de paratonnerre qui permettait de neutraliser toute déception, frustration politique. L'Europe tient un peu ce rôle aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes dans une situation de totale et parfaite incapacité de l'Europe de réagir des problèmes que nous ne pouvons pas régir nous-mêmes. Bon, donc voilà, c'est déjà, je pense, une première réponse à votre question. S'ajoute à cela, je crois, 2 ou 3 autres éléments. Alors d'abord, petite parenthèse, la présidence du Conseil européen aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle était hier. Et cette fonction est assez largement ambiguë. On ne peut pas jouer de cette fonction comme on en jouait autrefois. Parce qu'il y a un président du Conseil européen, parce que les institutions européennes ont évolué et ne donnent plus à cette présidence tournante le poids et la force qu'elle avait autrefois. Mais d'un autre côté, et ça c'est très important je crois dans un contexte de campagne électorale, je pense que Pascal ne me démentira pas, l'électeur est très sensible à l'effet d'affiche, c'est-à-dire au positionnement que le candidat peut avoir sur la scène internationale. C'est-à-dire, on dit, moi je pense que c'est plus compliqué que ça, que l'international ne compte pas beaucoup dans les campagnes électorales. En revanche, la légitimation internationale, elle compte énormément. C'est-à-dire cette question qui consiste à savoir est-ce que notre prochain prince saura se tenir sur la scène internationale, faire entendre la voix de la France et tout ce qui s'ensuit. Et là, de ce point de vue-là, on voit très bien comment Emmanuel Macron peut jouer de cette fonction européenne et peut-être en surjouer pour montrer qu'il est familier des princes européens, qu'il les embrasse, enfin, on ne peut plus s'embrasser en tant qu'il donne du coude ou je ne sais quoi, et que de ce fait, il dispose d'un capital de reconnaissance que ses concurrents n'ont pas. Donc on va probablement avoir beaucoup de photos, beaucoup d'images, beaucoup d'expressions corporelle pour montrer cette légitimité internationale.
Reste que les problèmes sont entiers. Et lorsque vous posez ce problème de la boussole stratégique, par exemple, ou de l'Europe de la défense, ou de cette défense européenne, ou de cette souveraineté européenne en matière de défense, je pense qu'on prend le problème à l'envers. La défense, c'est un instrument. C'est l'instrument d'une politique étrangère. Pour qu'il y ait une défense commune européenne, il faut déjà qu'il y ait une politique étrangère commune. Et cette politique étrangère commune, on ne la voit pas se dessiner. Et de ce fait, toute tentative de mobiliser la thématique de la défense et de la souveraineté en matière de défense apparaît un peu comme une coquille vide. Et ça, c'est tout un blocage dans la discussion et dans la gestion de la thématique européenne par l'ensemble des partis politiques. J'ajoute un dernier élément, c'est dans le contexte nationaliste que nous vivons actuellement en Europe, et même identitariste, l'Europe, ça a été dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord sur ce point, je crois que c'est très important, joue un rôle comparable à celui de la mondialisation. C'est-à-dire, elle est là pour attiser les peurs et les frustrations. Et ça, c'est un élément extraordinairement important, je crois, dans les choix politiques des électeurs, dans le choix politique des partis aussi. Cette gestion de la peur devient un élément essentiel du registre politique dans les pays européens et tout particulièrement en France. Si on compare les élections en France avec les élections qui ont eu lieu récemment en Allemagne, on s'aperçoit comment ce jeu de la peur prend une dimension absolument considérable, dont on voit très bien qu'elle inspire davantage des politiques étrangères négatives que des politiques étrangères positives. Alors, il y a un tout dernier point, c'est quand même ce grand tournant qu'a été juillet 2020. Je pense que juillet 2020 a, pour la première fois depuis longtemps, accrédité une image positive de l'Europe. C'est-à-dire que dans une situation de crise, il peut y avoir, à travers la mutualisation de la dette, une véritable solidarité européenne qui est capable d'apporter quelque chose de positif à ceux qui sont en situation de détresse, d'attente, de revendication, etc. Ce qui m'étonne, c'est que cette thématique de la mutualisation de la dette, qui je crois est un grand tournant dans l'histoire européenne, n'ait pas été du tout mobilisée dans le débat politique et dans l'expression et la reconstruction de la politique étrangère. Parler d'Europe de la défense, elle est dans une impasse. Montrer comment l'Europe peut être à la base de la réinvention d'une vraie solidarité, capable de renflouer des économies, de sauver de la détresse un certain nombre de pays, un certain nombre d'économies, c'est positiver l'Europe et probablement indiquer un chemin qui peut être celui de demain pour passer à l'acte 2 ou l'acte 3, faudrait dire, de la construction européenne. Bizarrement, on n'en parle que très peu. Et effectivement, on reste sur la négative, c'est-à-dire il faut garder l'Europe parce que, regardez, si on sort de l'Europe, c'est encore pire. Bon. Mais l'idée qu'il faut garder l'Europe parce que ça peut être le point de départ de la réinvention d'un solidarisme international, transitant là en l'espèce par un solidarisme régional, c'est pas rien. C'est nouveau dans l'histoire des relations internationales, c'est aussi nouveau dans la conception de l'Europe, c'est le passage, je dirais à bas bruit, hélas, d'une Europe association à une Europe solidarité. C'est une thématique très forte et on ne nous en parle pas alors qu'on nous parle effectivement de boussole stratégique. Très bien, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Depuis que je sais que vous regardez un feuilleton télévisé sur France 2 après le journal, mon cher Bertrand, je fais un peu d'ironie amicale,
Je suis quand même très surprise de ce que vous dites, parce que vous êtes Dieu surprise sait... de ce que je dis. Oui, mais ça fait partie de votre charme, à mes yeux. Surprenez-moi. Non, sérieusement, on a énormément parlé, à juste titre, de ce tournant dont vous soulignez l'importance, la mutualisation de la dette. On a guetté le contrat de gouvernement des 3 partis qui s'apprêtent à gouverner ensemble l'Allemagne, parce que on a très peur du libéral aux finances qui va nous recoller les critères de Maastricht, etc. On en parle énormément, mon cher Bertrand, me semble-t-il. Mais je vais laisser Sylvie Bergman vous apporter la contradiction sur ce point, et sur un autre point, si vous le permettez, qui est non seulement le fait que l'Europe n'est pas bloquée, et qu'en particulier, la pandémie oblige, la pandémie contraint. Et si la commission de Bruxelles, dont on a dit pique-pendre comme d'habitude, n'avait pas mutualisé l'achat de vaccins en contractualisant avec Pfizer et AstraZeneca n'ayant d'ailleurs pas respecté le contrat, c'est une autre histoire, nous autres en particulier, si on était restés dépendants de Sanofi, lequel hélas n'a toujours rien trouvé d'aussi révolutionnaire que l'ARN messager, on serait bien mal en point. Mais je voudrais laisser... Vous m'avez... Non, mais... oui, alors... Tout de même... mais oui, ça c'est plus malin. Je m'étonne de votre étonnement. Hein. D'abord parce que, écoutez les discours sur l'Europe, et vous verrez que même si effectivement, l'été 2020, on a parlé de la mutualisation de la dette, aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup par rapport à cette thématique, notamment de l'autonomie stratégique, de la souveraineté européenne et de tout ce qui s'ensuit. Quant à l'Europe qui n'est pas bloquée, dites ça aux migrants. Hein. Expliquez aussi à les réfugiés qui arrivent aux frontières de l'Europe, expliquer aussi à ceux qui ont à définir une ligne européenne par rapport aux grands enjeux auxquels se trouve confrontée la planète, demandez-leur s'ils ne trouvent pas que l'Europe est bloquée. Elle n'est capable de donner aucune réponse unifiée, homogène, sur les grands enjeux auxquels on se trouve confronté, et notamment la pandémie. Parce que depuis 2 ans que dure cette crise pandémique, il y a une anarchie des politiques européennes, des politiques nationales en Europe en matière de santé, qui est quand même quelque chose de frappant et qui en est pour beaucoup dans la crise que nous continuons à traverser, c'est-à-dire une absence totale de synchronie entre les politiques nationales. On assiste pour le moment à l'addition de 27 politiques nationales en matière de santé, en matière de gestion des frontières, en matière de définition des règles de confinement, en matière de rythme de vaccination, en matière de tests. Tout ça montre un décalage formidable qui est extrêmement préjudiciable à la capacité de l'Europe de faire face à cette crise. Donc, j'admire votre optimisme, je pense que vous devez être beaucoup plus heureuse que je ne le suis, en voyant ainsi des éléments positifs dans un univers où personne ne sait ce qu'est la politique européenne vis-à-vis de la Chine, personne ne sait ce qu'est la politique européenne vis-à-vis de la Russie, personne ne sait ce qu'est la politique européenne vis-à-vis de l'OTAN, personne ne sait ce qu'est la politique européenne vis-à-vis des États-Unis, personne ne sait ce qu'est la politique européenne vis-à-vis de la Turquie, personne ne sait ce qu'est la politique européenne vis-à-vis des migrants, enfin, tout de même... Alors, vous êtes prête à remettre en cause la souveraineté des États membres? Parce que toutes les problématiques que vous citez appartiennent à la souveraineté nationale de chaque État membre. Donc, si vous êtes fédéraliste, mon cher Bertrand, bravo. J'ai écrit en 1999 un bouquin qui s'appelle « Un monde sans souveraineté ». C'est-à-dire que ça fait 25 ans que je plaide pour dire que le concept de souveraineté ne fait plus sens. Et l'un des paradoxes, c'est de réintroduire le concept de souveraineté pour l'appliquer à un ensemble dont vous dites qu'il est constitué d'États souverains. Alors là, je ne comprends plus rien à rien. C'est-à-dire que l'on ne progressera que si on dépasse
le concept de souveraineté. Oui, ça je suis d'accord. Personnellement, je suis d'accord. Alors je donc, moi, la souveraineté européenne... Laissons Sylvie vous apporter... Et une autre question, il n'y a plus d'eau à Sciences Po? Ah bon. Je vais essayer de trouver ça pour éteindre l'incendie. Non, mais c'est agréable quand on est diabétique d'avoir un petit peu d'eau. Et même quand on ne l'est pas. Mais... On va essayer de trouver ça. Il y a un point de convergence, oui. Mais je ne sais pas. Bon, beaucoup de questions et de contestations de l'Union européenne. En fait, quand on parle d'Union européenne, on parle de construction européenne et on en parle toujours, des décennies après la fondation. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'est pas encore achevé, mais il y a eu beaucoup de progrès. Sur la politique de santé, encore une fois, elle n'existait pas. Elle s'est mise en place en peu de temps. Et on ne peut pas dire qu'en France, vous avez une politique qui a été différenciée selon les régions, dans les Länder aussi, et demander que tous les pays de l'Union européenne qui n'ont pas la même situation sanitaire adoptent exactement la même politique. Il ne faut pas oublier non plus que dans les critiques qui ont été faites contre à l'égard de l'Union européenne, il y avait celle de s'occuper de tout. Et donc il y a une notion qui est importante, qui est la notion de subsidiarité. C'est-à-dire que ce qui peut être traité à un niveau national doit l'être à un niveau national pour que les citoyens s'y retrouvent, et le reste est traité effectivement au niveau de l'Union européenne. Donc non seulement il y a eu cette mutualisation des vaccins qui a été très positive, mais en plus l'Union européenne est devenue la pharmacie du monde. C'est la seule région qui a envoyé à peu près autant de vaccins qu'elle en donnait à ses citoyens, et ça c'est quand même très important. Les États-Unis n'en ont pas fourni, sans parler du Royaume-Uni qui les a jalousement gardés. Donc je pense quand même que c'est un succès, même s'il n'est pas complet. Quand parce que j'étais ambassadeur dans les pays que vous avez évoqués, mais j'ai aussi été ambassadeur au Comité politique et de sécurité de l'Union européenne, donc pour les débuts de la défense européenne. Et je me souviens qu'au bout de 3 ans, parce qu'on a lancé les premières opérations autonomes, la première étant en Ituri, en RDC, pour sauver des populations. Et en réalité, ça a été un tel succès que les Nations Unies ont demandé pendant longtemps à l'Union européenne d'envoyer des troupes et de faire le même type d'opération. Ce n'était pas une grosse opération, mais quand même, il y a des capacités européennes. Donc, défense européenne. Souvent, on a l'impression que l'Union européenne va se substituer à l'OTAN. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas non plus de découplage avec l'OTAN. Si jamais il y avait une véritable menace militaire, probablement de haute intensité, l'Union européenne travaillerait avec l'OTAN. Mais qu'est-ce que c'est que l'OTAN aujourd'hui ? L'OTAN a un logiciel totalement américain, et on a bien vu le départ d'Afghanistan. Quand les Américains veulent entrer sur un terrain, ils demandent d'être suivis par les Alliés. Le jour où ils décident d'en partir, je dirais en bon français, démerdons ziziche. Parce que c'est quand même ça qui s'est passé. Et ça s'est passé dans un chaos total. Donc il est normal que par rapport à ce type de situation, l'Union européenne cherche à s'organiser. Et l'Allemagne, qui était très réticente aujourd'hui, en comprend l'intérêt. Un officiel américain a dit un jour, ou alors c'était dans un think tank, vous, votre problème, les Européens, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit sur la carte du monde. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui les Américains, c'est l'Asie-Pacifique. Et nous, on est ailleurs, il n'y a plus d'Union soviétique. Et donc, si les Américains ne sont pas intéressés, il faut quand même que les Européens se prennent en charge. Et il y a une chose d'intéressante à la suite de l'affaire AUKUS qui a fait scandale, avec la dénonciation du contrat avec la France pour le remplacement par des sous-marins nucléaires avec l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est que Biden a reconnu, dans un communiqué conjoint après avoir parlé avec le président de la République,
qu'il soutenait les initiatives de défense de l'Union européenne, je ne me souviens pas de la citation exacte, en complémentarité avec l'OTAN. Eh bien, c'est la première fois, et c'est très important, c'est reconnaître non seulement les compétences de l'Union européenne, mais la légitimité à intervenir elle-même. Alors, on l'a fait en Itourie, on l'a fait dans les Balkans, on l'a fait au Tchad, et il y a cette capacité à intervenir. Alors, évidemment, on en a fini avec les objections britanniques, mais en même temps, on perd aussi les capacités de projection militaire des Britanniques, et il ne reste que la France. C'est beaucoup plus compliqué avec les Allemands. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui progresse beaucoup. La définition d'une politique étrangère est effectivement très difficile. Elle est très difficile depuis l'élargissement, parce que il n'y a plus de véritable stratégie vis-à-vis de la Russie, même s'il y a un certain nombre de principes qui ont été posés. Il se trouve que ces principes ne concernent pas la Russie elle-même, donc c'est pas elle qui peut les mettre en œuvre. Mais là, il y a une division avec les Polonais, les pays baltes, bon, pour des raisons évidemment historiques. Vis-à-vis de la Chine, d'abord, on a mis longtemps à s'intéresser à la Chine au sein de l'Union européenne. C'était loin, c'était exotique, c'était sympathique. Et puis, bon, chacun a eu ses propres intérêts. L'Allemagne, par exemple, Volkswagen vend 40% de ses voitures en Chine. Et l'industrie allemande est complètement tournée vers la Chine. Même si aujourd'hui des critiques, je pense que tout sera continuera dans le cadre d'une réelle politique. Mais avec le Covid, les choses ont changé, parce qu'il y a aujourd'hui une hostilité vis-à-vis de la Chine dans les pays européens, et que l'initiative qu'elle avait prise d'une réunion avec les pays de l'Est, 16+1, puis 17+1, puis à nouveau 16+1 depuis le départ de la Lituanie, est en train de s'affaiblir, parce que ces pays d'Europe de l'Est, qui à la fois avaient ces accords spécifiques avec la Chine, sont en même temps les plus atlantistes. Donc c'est évidemment difficile de définir des positions. Mais moi, ce qui me frappe par rapport à tous les dirigeants européens que j'ai connus, enfin, on parlait de l'or, c'est que je pense que pendant longtemps, il y a eu des personnalités qui n'incarnaient pas l'Europe. Mon sentiment, c'est que Ursula von der Leyen incarne vraiment l'Europe. Elle est connue, elle est reconnue. Ce qui est peut-être un peu moins le cas des deux autres. Mais en tout cas, je trouve qu'elle incarne davantage l'Europe, donc les choses progressent quand même si c'est difficile d'avoir des politiques étrangères. Alors moi, j'ai plaidé pour la majorité qualifiée en matière de défense européenne, parce qu'effectivement, sinon, le plus petit pays oppose un veto, il ne peut pas y avoir de politique. Et en fait, c'était la France qui s'y était opposée, pensant qu'elle risquait d'être isolée. Donc je crois qu'il faut que les choses évoluent, comme le président disait que ça doit évoluer en matière de fiscalité, mais je pense qu'en matière de politique étrangère aussi, si on veut définir une véritable politique. Et quand je parlais du COP, c'était la défense européenne, mais c'était le commentaire aussi de mon collègue grec au bout de 3 ans. Il a dit la défense européenne, c'est comme l'herbe. Si vous asseyez pour regarder l'herbe pousser, ben, elle ne pousse pas. Si vous revenez quelques années après, elle a poussé. Et je pense que l'Union européenne dans son ensemble, pas seulement la défense européenne, a poussé. Il y a la tondeuse qui passe entre eux. Je ne sais toujours pas. Oui, ce micro a l'air de marcher. Oui, ça marche. Bertrand m'a dit, avec vous, si vous en êtes d'accord, descendons sur le terrain et en regroupant les 3 zones de conflits et de difficultés auxquelles la diplomatie française, la politique étrangère française s'est intéressée au fil des dernières années et qui sont toujours des chantiers ouverts, Sahel, Liban, Libye. Où on a vu à chaque fois, donc le Sahel encore une fois d'une nature différente, mais avec une dimension diplomatique réelle pour convaincre précisément d'autres partenaires européens de rejoindre l'opération Barkhane.
le Liban, où on a vu de façon spectaculaire Emmanuel Macron se rendre à Beyrouth à 2 reprises et intervenir samedi dernier en faveur du Liban, et la Libye, où il y a eu au moins, je crois, 2 conférences à la salle Saint-Cloud pour signifier que la France joue un rôle important dans ce qui est finalement notre frontière sud, sur ce versant-là de la Méditerranée. Selon vous, est-ce que cette diplomatie française, la politique étrangère française a marqué des points où on a perdu? Alors, je crois que cette comparaison entre Libye, Sahel et Liban est une comparaison tout à fait pertinente, parce que ce sont 3 situations qui relèvent de ce que l'on appelle de plus en plus les nouvelles formes de conflictualité internationale. Ni en Libye, ni au Liban, ni au Sahel, et surtout si on individualise les pays sahéliens, on assiste à des guerres interétatiques classiques, à des chocs de puissance. Or, depuis qu'on a suivi les cours de Maître Hobbes, on sait que la guerre, c'est ça, c'est des gladiateurs étatiques qui s'opposent, c'est des chocs de puissance, c'est, comme on dit, des rapports de force. Là, on change complètement, non pas d'échelle, mais de nature. C'est-à-dire, ce sont des conflits intérieurs, intra-étatiques, mais même la notion d'intra-étatisme ne suffit pas. Ce sont des conflits qui trouvent leur origine dans le tissu social extrêmement tourmenté, déchiré, bouleversé de ces pays. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut intervenir face à ces conflits d'une nature tout à fait nouvelle et qui sont des conflits intimes, c'est-à-dire qui relèvent de, je dirais, la détresse, Maître Durkheim dirait de la pathologie de ces sociétés. Est-ce qu'on peut intervenir comme on intervenait, par exemple, comme médiateur dans des conflits interétatiques que l'on a pu connaître autrefois? Et la deuxième question à se poser, c'est est-ce que la France a une carte particulière à jouer? Et cela renvoie à une formule, moi, qui m'a toujours beaucoup interpellé, que j'ai plusieurs fois essayé de disséquer, notamment dans les étudiants de cette maison, qui est cette formule magique de responsabilité particulière. La France aurait au Sahel des responsabilités particulières, aurait au Liban, alors Dieu sait si ça a été dit sur tous les temps, des responsabilités particulières, et même au prix de vexer nos amis italiens, aurait en Libye une responsabilité particulière qui signifierait que la responsabilité particulière, c'est pas tellement les gènes coloniaux, le passé colonial, mais c'est une sorte de mystérieuse propriété d'influence difficile à mettre en musique. Le résultat, dans ces conflits qui se ressemblent, mais qui par ailleurs sont très très différents de par leur genèse et de par leurs incarnations, la France a échoué. Lorsque, début août 2020, Emmanuel Macron se rend au Liban, il donne 15 jours au parti politique libanais pour s'accorder sur un nouveau Premier ministre. C'est-à-dire, vous me rendez votre copie dans 15 jours, sinon vous aurez une consigne, une colle. Bon, imaginez par parenthèse qu'on dise ça lors d'une crise gouvernementale en France, que le Guatemala nous donne 15 jours pour former un gouvernement, sinon vous allez voir ce qui va se passer. Bon, c'est déjà pas très habile par rapport à ce que sont les nouvelles relations internationales, où il y a une revendication de parité qui joue un rôle très très important dans les choix politiques individuels. Mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu d'effet. Au Sahel, nous vivons une agonie quand même dramatique, qui se traduit, alors j'aime pas dire par cette francophobie, parce que c'est trop simple, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Je dirais la traduction sociologique de l'échec de l'intervention française au Sahel, c'est plus une situation de désarroi.
qui conduit souvent d'ailleurs à des discours irrationnels, comme au Burkina Faso, ceux qui manifestaient contre le convoi français ont expliqué que celui-ci allait porter des armes aux terroristes djihadistes. Bon, ça fait un peu penser à ce qu'on disait sur certains ronds-points en certains lieux au nord de la Méditerranée, c'est-à-dire cette espèce de discours irrationnel. Mais il faut faire attention au discours irrationnel. C'est pas un discours fou, le discours irrationnel. C'est un discours de désarroi. C'est là où, encore, je pense que Pascal me comprendra, je retrouve Maître Durkheim, qui a très très bien expliqué ce genre de phénomène. Donc, ceci montre que finalement, premièrement, le canon ne peut rien contre la pathologie sociale. Le canon, ça marche contre le canon, ça ne marche pas contre la pathologie sociale. Et surtout, ça ne marche pas contre les entrepreneurs de violence qui essayent de tirer des dividendes de ces situations de pathologie sociale et qui se trouvent comme boostés par ces interventions extérieures, pouvant, ce qui est souvent paradoxal, faire jouer même la fibre nationaliste pour dénoncer ceux qui interviennent comme étant des envahisseurs. Donc c'est aussi un échec. Et c'est un échec, enfin, parce que c'est une cécité. C'est-à-dire, nous ne voyons pas la réalité de ce qui se produit, ni en Libye, décidément, parce que j'ai toujours le Liban en tête, ni au Liban, ni dans le Sahel. C'est-à-dire, on ne voit pas que les nouvelles relations internationales transitent maintenant, dans ces situations, par des processus de micro-négociation qui tendent à assurer la survie de ces sociétés en situation de crise. On dit on ne négocie pas avec les terroristes au Sahel. C'est une belle formule que j'entendais déjà prononcer par Chirac à propos du Liban lorsqu'il s'apprêtait lui-même à négocier avec. Et ça me rappelle mon enfance quand on disait on ne négocie pas avec les terroristes du FLN, et il y a eu Evian quelques temps après. Mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que cette négociation, il y a longtemps qu'elle est amorcée. Il y a longtemps que les chefs de village au Sahel négocient la survie de leur propre village en transigeant avec des entrepreneurs de violence qui ont souvent des liens de cousinage, de parenté, de voisinage. Tout ceci au nez et à la barbe des grands États qui se prétendaient tutélaires et qui du coup sont frappés d'impuissance. J'en déduis quoi? Pour pas être trop long, parce qu'on pourrait continuer à argumenter, j'en déduis qu'il y a là un décalage entre la France de Louis XIV, de Napoléon, de Jules Ferry et peut-être même du général de Gaulle, et la réalité de la situation internationale d'aujourd'hui, qui fait que la puissance est souvent impuissante là où de nouveaux mécanismes de résolution des conflits tendent dans les espaces locaux de micro-socialité à reconstruire quelque chose qui sera d'ailleurs peut-être pas sympathique, je ne m'en réjouis pas forcément, mais qui est en train de se faire, de s'accomplir. Et donc la puissance tutélaire qui vient tout régler, qui vient tout réordonner, ça n'existe pas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans ce discours, c'est Emmanuel Macron avant d'être président de la République. Parce que relisez ses discours de campagne électorale en 2017, c'est exactement ce qu'il disait. Enfin, exactement ce qu'il disait, pas tout à fait. Mais il disait ça, c'est-à-dire que les interventions militaires, ça marche plus, il faut les arrêter. Il disait qu'il faut tenir compte de... Il employait un terme qui nous est commun, lui à moi, de cette nouvelle grammaire, il employait le terme des relations internationales, puis tout d'un coup, paf, arrivé au pouvoir, tout ça, ça a disparu miraculeusement. Alors attendons avec impatience la future campagne électorale pour revoir réintroduire ces thèmes. Mais là, le décalage est fabuleux. Je veux dire, on en est encore à ce culte du rang, il faut que la France garde son rang. Mais non, les enjeux sont devenus tellement globaux que ce n'est pas une question de rang, ce n'est pas une question de verticalité, c'est une question d'horizontalité. La France gagnera si elle sait construire l'horizontalité et non si elle cherche encore à se prévaloir d'une verticalité qui fait rire sardonique pas mal de monde. Sylvie Berman, pour passer au troisième volet de notre discussion,
est-ce que la notion de tenir son rang, dont Bertrand a démontré par rapport aux conflits les plus purulents d'aujourd'hui, la difficulté, sinon en fait l'incohérence ou l'absence de pertinence, quand il s'agit de se positionner par rapport à l'affrontement entre les États-Unis et la Chine d'un côté, de se positionner par rapport à l'offensive de Vladimir Poutine sur différents théâtres d'opération, est-ce que là, selon vous, cette notion de rang, cette notion d'une parole française qui pèse dans des joutes finalement qui paraissent plus classiques, même si elles le sont de moins en moins, est-ce que cela vous paraît toujours pertinent? Alors, je ne sais pas si l'idée est vraiment de tenir son rang, mais il se trouve que en étant membre permanent du Conseil de sécurité, la France a des prérogatives particulières en ce qui concerne le maintien de la paix. C'est écrit spécifiquement dans la charte. Et les positions françaises sont attendues à New York, comme elles sont attendues également à Bruxelles. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais je pense que la voix de la France est entendue. Alors évidemment, elle ne peut pas l'être seule. Et parfois, le défaut qu'on peut avoir, c'est d'avoir des grandes constructions théoriques, des positions visionnaires qui se tiennent tout à fait, mais qu'on a oublié de partager en amont avec certains partenaires. On l'a vu sur un certain nombre de sujets. Mais je pense que... Alors, il ne faut pas s'occuper de tout. C'est-à-dire qu'à un moment, on est intervenu par exemple en Syrie, parce qu'il y avait Daesh, et on était tout à fait fondés à le faire parce que nos intérêts étaient visés. Mais en même temps, ce n'est pas nous qui aimerions régler la situation en Syrie. C'était Vladimir Poutine avec Erdogan et également les Iraniens. Donc il ne faut peut-être pas s'occuper de tout, mais en même temps, on est fondé justement à intervenir sur tous ces sujets qui sont des sujets qui arrivent devant le Conseil de sécurité. Un Conseil de sécurité de plus en plus impuissant à cause des vétos russes, des vétos chinois ou des vétos américains quand il s'agit du Moyen-Orient, parce qu'il n'y a pas une résolution sur le Moyen-Orient qui passe. Donc moi, je crois que effectivement, la France doit avoir des idées sur la manière de traiter les relations avec différents pays. Si on prend la Russie, le président de la République avait invité très tôt Vladimir Poutine à Versailles, vous vous en souvenez, alors qu'il l'a contesté sur l'ingérence pendant la campagne électorale. Et pour avoir assisté à un certain nombre d'entretiens, il est très clair dans ce qu'il dit à Vladimir Poutine. En même temps, il attend effectivement un certain nombre de choses en contrepartie. Et il y a eu, après la rencontre de Brégançon, en août 2019, le sommet qu'on a appelé sommet Normandie, avec Poutine, Zelensky, Merkel et lui-même, qui a abouti à un certain nombre de décisions, y compris les échanges de prisonniers, des désengagements, et ça a permis la première rencontre entre Poutine et Zelensky. Alors maintenant, les choses sont bloquées, effectivement. Et par ailleurs, quand Emmanuel Macron a proposé à Poutine un agenda dit de sécurité et de confiance, la question de Poutine avait été « mais est-ce que tu vas pouvoir convaincre les Européens ?» Et effectivement, ce n'est pas une politique française. On a des relations qui sont des relations entre la France et la Russie qui sont tout à fait normales dans le domaine commercial, diplomatique, culturel, etc. Mais si on veut avoir une véritable politique par rapport à des États continents, et la Russie en est, évidemment, il faut le faire au niveau européen. Alors les choses ont été bloquées, évidemment, après l'affaire Navalny et sont complètement gelées, mais il faudra quand même le faire. Et vous vous souvenez qu'Angela Merkel est soutenue par Emmanuel Macron. Pour une fois, c'était Angela Merkel qui avait pris l'initiative, avait proposé que le Conseil européen rencontre Poutine. Il y a eu les oppositions attendues, effectivement, des Pays-Bas et de la Pologne. Mais encore une fois, en diplomatie, parler, négocier, c'est pas faire un cadeau, c'est pouvoir exprimer des positions
et obtenir un certain nombre de résultats. C'est d'ailleurs ce que Biden est en train de faire ou a fait, je ne sais plus, en fonction de l'heure, c'est-à-dire de fixer un certain nombre de lignes rouges à Vladimir Poutine, par exemple, sur l'Ukraine, même si je pense qu'il y a beaucoup de théâtre autour de cette affaire. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, et effectivement, les propositions sont entendues. Ça ne veut pas dire qu'elles sont immédiatement acceptées, mais souvent, ça fait son chemin. Même chose vis-à-vis de la Chine, quand il devait recevoir Xi Jinping à Paris, il a demandé à l'époque au président de la commission Juncker de venir à Paris, et Angela Merkel, pour le rencontrer également et définir des lignes vis-à-vis de la Chine. Donc encore une fois, c'est pas tenir son rang de manière artificielle, théâtrale ou autre, mais c'est vrai, encore une fois, qu'on a souvent des idées qui nous sont reconnues d'ailleurs par les autres. Dans les pays où j'ai vécu, on me disait souvent qu'effectivement, on avait une vision stratégique et qui est importante. Et encore une fois, on détient ce droit de la Charte des Nations Unies. Bertrand Badi, dans les quelques minutes qui nous restent, et pour refermer cette large boucle et en revenir au propos d'introduction de Pascal Perrineau sur la place de ces questions dans la campagne présidentielle qui s'accélère, donc de façon significative, il est intéressant de noter que jusqu'à présent, me semble-t-il, sur l'Europe, seuls se sont exprimés Anne Hidalgo, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, puisqu'on ne sait toujours pas s'il sera candidat, on peut toujours plaisanter. En revanche, jusqu'à présent, me semble-t-il, je parle sous le contrôle de Pascal, pas un mot du côté de Zemmour, et pas un mot du côté de Le Pen, et rien, me semble-t-il, pour le moment, du côté de Valérie Pécresse. Quant à Mélenchon, il reprend son antienne habituelle. Donc, en guise de conclusion provisoire, Bertrand, est-ce que vous pensez que les différents candidats, en fonction de leur posture et de leur prise de position les uns par rapport aux autres, est-ce que ce sont des questions qui vont peser sur cette campagne présidentielle et sur le choix des Français? Peut-être que, en fait, vous mettez le doigt sur ce qu'est la crise profonde du politique, non seulement en France, mais dans la plupart des démocraties. C'est-à-dire que nous n'avons pas su franchir le pas d'un monde interétatique à un monde mondialisé. Nous continuons à faire comme si nous étions encore dans un monde interétatique. Or, que se passe-t-il? Ce que nous vivons, nous autres individus, dans notre chair, ce ne sont pas des problèmes étatiques et nationaux, ce sont des problèmes globaux. Qu'est-ce qui tue aujourd'hui? Le climat, d'après l'OMS, 8 millions de morts par an. L'insécurité alimentaire, alors nous sommes des privilégiés, ça ne nous touche pas tellement, c'est quand même 10 millions de morts par an. Les risques sanitaires, on n'ose même plus avancer un chiffre, on ne sait même pas. On a vu, par parenthèse, aujourd'hui que le paludisme, par exemple, s'envolait. Alors là aussi, ce n'est pas nos sociétés, mais c'est quand même le monde. C'est-à-dire que nous apprenons tout doucement, sans être éduqués politiquement, nous vivons, nous éprouvons ce changement profond de la nature même de la sécurité. L'insécurité, elle est aujourd'hui globale. Et ça devient peut-être le sujet, l'interrogation majeure des citoyens dans tous les États-nations que nous sommes. Et regardez, dans ce débat, nous n'avons pas parlé des sujets globaux, nous n'avons pas parlé de climat, nous avons un peu parlé de la pandémie, mais à titre instrumental et pas à titre principal. C'est-à-dire, en gros, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? C'est ça, les véritables enjeux. Alors, la difficulté, c'est qu'il y a une hiérarchisation entre ces enjeux globaux. C'est-à-dire, certains apparaissent de fait comme
dépendants d'un ordre mondial que nous ne maîtrisons pas. C'est le cas notamment de la pandémie actuellement. Sur le climat, c'est plus compliqué parce que, sauf habiter Tchernobyl, Seveso ou Bhopal, on n'en souffre pas intimement. Donc ça reste plus un sujet de conscience que de préoccupation. D'ailleurs, on ne se sent pas directement menacé comme on peut se sentir menacé directement par le Covid. Mais il y a là une transformation extrêmement profonde des agendas, des préoccupations, de la hiérarchie des problèmes. Vous savez, le terrorisme, ça tue chaque année entre 10 000 et 40 000 personnes, là où le climat en tue 10 millions. C'est pas la même échelle. Et on nous parle toujours de l'impératif sécuritaire en matière de terrorisme, on nous parle très peu du climat. Alors, la grande question qui va se poser, c'est est-ce que les candidats sauront intégrer ces grandes questions globales dans leur projet, dans leur programme? Alors, je sais, je vous appelle m'exprimer là-dessus devant Pascal, je sais que l'abstention, mais au-delà de l'abstention, une certaine déception, défiance à l'égard de la politique s'explique par quantité de facteurs. Il n'y a jamais d'expression monocausale. Mais il y a de plus en plus ce sentiment diffus que le politique ne se saisit pas des vrais problèmes et se saisit soit de marchandises électorales, comme la question de l'immigration, soit de questions qui ne parlent pas beaucoup aux électeurs. Je ne pense pas que la boussole stratégique, ça intéresse beaucoup du côté de Guéret ou de Privat. Hein. Et en revanche, ces grandes questions globales, eh bien, elles pénètrent toutes les sociétés. Et bon, si nos candidats ne répondent pas à ces questions, ils seront à côté de la plaque. Oui, vous avez raison sur les défis globaux qui font partie d'ailleurs de la boussole stratégique. Mais c'est difficile de dire qu'on ne parle pas de climat, on ne parle que de ça. Et il y a eu récemment la COP26, et quand on parle de l'Union européenne, c'est quand même l'Union européenne qui est à l'avant-garde dans ce domaine, c'est l'Union européenne qui fixe les normes. Donc je crois que là-dessus, elle joue véritablement un rôle. Pascal Perrineau nous accorde encore quelques minutes de façon à vous laisser poser des questions, si vous voulez bien qu'elles soient brèves et les adresser à tel ou tel de nos intervenants. Avant toute chose, merci beaucoup pour cette table ronde. Vous m'entendez bien? Oui, super. Merci beaucoup. Ma première question, c'était concernant le rassemblement des troupes de la Russie au niveau de la frontière ukrainienne. On estime à environ 100 000 soldats russes sur la frontière ukrainienne. Et est-ce que vous pensez que la question internationale pourrait s'inviter en quelque sorte de force dans le débat français, comme ça avait été le cas en 2008 avec la deuxième guerre de Ossétie du Sud, lorsque l'Europe avait été confrontée à cette attaque russe dans le Caucase? Est-ce que vous pensez que ça pourrait se reproduire ici? Et ma deuxième question, c'était pour Madame Berman. Vous avez beaucoup parlé de l'ONU, et notamment du Conseil de sécurité. Et je voulais vous demander, est-ce que vous êtes favorable à que la place de la France au Conseil de sécurité soit mutualisée au niveau européen, et pour justement avoir cette politique européenne étrangère commune? Merci beaucoup. Ah oui. Je vais commencer par la deuxième, c'est assez bref. Comme l'a dit Bertrand Badi, il n'y a pas de politique, enfin il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique unique de l'Union européenne, donc je ne vois pas très bien ce que l'Union européenne pourrait défendre comme position au Conseil de sécurité. C'est le premier point et sans doute le plus important. Par ailleurs, vous avez aujourd'hui 3 pays, parfois 4, qui représentent l'Europe au Conseil de sécurité. Je ne compte plus les Britanniques, et donc qui défendent des positions européennes. Et si ce n'était pas le cas, l'Europe serait mise systématiquement en minorité.
parce que ce ne sont pas les valeurs européennes qui dominent dans le monde. Donc je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à cela. On ne parlera pas de la réforme du Conseil de sécurité qui est renvoyée au calendrier grec, et pas parce que la France ne le veut pas. La France est tout à fait favorable à l'entrée d'un certain nombre de pays. Il y a des choses qui ne se disent pas toujours. Mais en réalité, les Africains qui demandent à être légitimement représentés, en réalité, ne s'entendent pas sur le pays qui les représenterait. Et c'est en réalité la plus grande des difficultés. Sur la question de l'Ukraine, c'est assez difficile de répondre parce que il y a quelques jours, les Ukrainiens, les responsables ukrainiens, quand les Américains disaient qu'il y avait 175 soldats russes à la frontière... 175 000. Oui, pardon, évidemment, 175 000 en nouveaux soldats. Les Ukrainiens disaient non. On ne les voit pas, nos services ne les ont pas vus, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que de toute façon, il y a une concentration russe, ils avaient laissé leurs armes, ils peuvent revenir à tout moment. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir une intervention de la Russie. Je pense que ce n'est pas du tout son intérêt. Et c'est un peu après avoir parlé aux Américains que les Ukrainiens ont dit oui, par la voix du ministre de la Défense, il y a effectivement cette concentration-là. Donc il y a une tension qui est permanente, mais je ne pense pas qu'il y aura une intervention parce que c'est pas dans leur intérêt. Une autre question ? Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question par rapport à la politique française en termes de sécurité internationale. On a vu récemment que la France a vendu 80 avions de combat Rafale aux Émirats arabes unis récemment. Et on parle beaucoup de ces sujets-là quand il s'agit de la politique internationale. Est-ce que vous pensez que les questions d'exportation d'armement vont être à l'ordre du jour pour les prochaines élections ? Et est-ce que vous, à titre personnel, vous pensez que la France devrait revoir aussi sa politique d'exportation d'armement, notamment au vu des différents changements géopolitiques qu'on observe, par exemple au Moyen-Orient? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, revoir certaines alliances avec des pays qui pourraient potentiellement, dans le futur, ne plus être vraiment des alliés? Est-ce que c'est toujours pertinent d'exporter des armes à ces pays? Voilà. Merci. Bertrand? C'est bon. La vente d'armes, en général, celle que vous avez justement citée, des 80 Rafales aux Émirats unis en particulier, ça correspond à, je dirais, deux logiques qui, dans l'esprit du président de la République, semblent se rejoindre. Une logique économique et une logique que j'appellerais stratégique ou sécuritaire. La logique économique, c'est de dire nous avons besoin de réaliser un certain nombre de performances en matière d'industrie d'armement pour rééquilibrer notre commerce extérieur, mais aussi pour s'affirmer comme puissance militaire dans le monde. Piqué au vif par ce qui s'est passé en Australie, enfin avec l'Australie plus exactement, il fallait à tout prix rattraper l'échec australien, d'où effectivement cette volonté de pousser, de précipiter un contrat qui effectivement équilibrait l'échec que représente l'affaire australienne. Là, il ne faut pas exagérer. Vous savez, l'industrie d'armement en France, c'est quoi? 300 000 emplois à peu près. C'est pas de l'avenir de l'industrie d'armement que dépendra l'avenir de l'économie française. C'est plus le prestige économique que l'économie en soi. C'est intéressant à noter et ça rejoint le problème du rang. C'est-à-dire qu'il faut s'affirmer comme étant l'un des principaux producteurs d'armes avec cette idée, je rejoins le pilier stratégique, que si c'est pas nous, ça sera les autres, et si c'est les autres, c'est pas bon pour nous. Bon. Ce qui est un calcul qui paraît un petit peu simpliste, mais pas le temps de développer. L'autre pilier, c'est le pilier stratégique. C'est-à-dire qu'il y a un choix stratégique qui n'est pas celui d'Emmanuel Macron, que l'on retrouve depuis Jacques Chirac, au moins depuis Jacques Chirac, qui est de considérer
que les États de la péninsule arabique sont une garantie de stabilité. Alors, cette stabilité, elle se rapportait au départ à certains dossiers, comme notamment le dossier irakien, qui a dominé le début du siècle, du millénaire, comme vous voulez, mais qui très vite s'est déporté sur autre chose, qui est la stabilité dans le Golfe, d'une part, et la lutte contre le terrorisme avec, en perspective, les printemps arabes. Et là, il y a, je pense, une double confusion que personnellement je trouve dangereuse. La première confusion, c'est de considérer que face à la menace terroriste, seuls des États répressifs, autoritaires, style les Émirats, mais surtout style l'Arabie Saoudite et l'Égypte, peuvent contenir cette menace islamiste. Ça me paraît faux, parce que d'abord, l'expérience a montré que ces États autoritaires étaient loin d'être parvenus à maîtriser et à contenir ce risque. Ça me paraît faux également parce que on s'aperçoit que le jeu de ces pays face au printemps arabe est un jeu dangereux et explosif, c'est un jeu répressif. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect qui peu à peu s'est imposé à partir de la deuxième décennie du siècle, qui est le conflit entre le riverain nord et le riverain sud du Golfe. Et le pari extraordinairement dangereux, qui est le nôtre, enfin qui est celui de la République française et du gouvernement français, c'est à partir d'un soutien qui était déjà appuyé et à l'Arabie Saoudite et aux différents États du Golfe, de soutenir à ce point militairement les Émirats face à l'Iran. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé, le ministre des Affaires étrangères, le nouveau, Amir Ebrahimian, a immédiatement réagi en disant que la France manquait à une obligation de neutralité dans le conflit du Golfe. Je pense que ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ce conflit est loin d'être éteint. Il peut se ranimer à n'importe quel moment, et je pense que nous aligner a priori sur un camp contre un autre ne fait pas grand sens. Et encore une fois, c'est l'ignorance des nouvelles relations internationales. Nous ne sommes plus à l'époque du Congrès de Vienne. Nous sommes à une époque où les interdépendances entre les États, les sociétés est telle que prendre a priori un alignement stratégique est extrêmement dangereux. On parlait de Poutine qui a été un petit peu flatté ce soir. Eh bien, non, mais il y a une bonne raison de flatter Poutine. Moi, personnellement, je vous mets à l'aise, c'est quelqu'un qui ne m'est pas sympathique du tout. Mais ce n'est pas une raison pour considérer qu'il est idiot. Et cette manière de jouer ce parfait menuet avec Erdogan, c'est-à-dire de s'entendre dans un modèle associé, rival, sur toutes les questions qui les divisent, est une manière beaucoup plus habile de jouer des dossiers internationaux aujourd'hui que de prendre a priori une attitude campiste, c'est-à-dire, ben voilà, l'autre camp c'est celui-là, les mauvais, dans un modèle schmittien, si vous voulez, voilà, ça c'est les amis, ça c'est les ennemis. Ça ne marche pas, c'est dangereux. Alors j'ai laissé de côté l'affaire Khashoggi, l'aspect des droits de l'homme, qui est encore une autre chose, et là dangereuse parce qu'on joue à prendre la place de ceux qui, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, choisissent de boycotter MBS, ce qui est notamment le cas de Biden lui-même. Pardon. Enfin, les États-Unis viennent néanmoins de signer un énorme contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite, donc le boycott est extrêmement relatif. Je crois, Pascal. Ils ne flirtent pas, hein. Ils ne se touchent pas. Oui, mais ça, c'est le flirt en anglo-saxon, je ne voudrais pas. Le flirt français, c'est différent. C'est ce que me disait un journaliste allemand qui me disait la différence entre la diplomatie allemande et la diplomatie française, c'est que nous, Allemands, on n'embrasse pas. Voilà, exactement. Bon. Trêve de plaisanterie, mais voilà, d'abord il me revient de vous remercier au nom de Sciences Po Alumni de ce débat qui a été un débat où en plus de ça, différents regards sur les mêmes réalités
ont pu s'exprimer. Moi, je me réjouis toujours quand ces débats, au-delà du principe du pluralisme qui est sans cesse réaffirmé dans cette maison, le pluralisme est quelque chose de réellement vécu et non pas simplement de parler. Hein, voilà. Donc merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Nous vous donnons rendez-vous pour le 3e débat qui aura lieu en janvier, le 18 janvier, et dans lequel, là, nous allons passer du supranational, de l'interétatique, de l'intra-étatique, nous allons passer à la question des territoires et du local, qui est une question qui est au cœur des problématiques à 4 mois de l'élection présidentielle, qui là est une problématique même omniprésente, particulièrement sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, où cette question des territoires est devenue une question très, très chaude au plan politique, et nous aurons le plaisir d'accueillir l'homme qui, quelque part, incarne ces territoires en tant que président du Sénat, à savoir le président Gérard Larcher. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le 18 janvier pour ce troisième débat. Bien sûr, Gérard Larcher sera soumis à la contradiction, comme il y a eu ce soir contradiction, et je vous présente au nom de Sciences Po à l'UNI, maintenant on est en décembre, on peut le faire, tous mes vœux les plus chaleureux pour les fêtes de fin d'année. Merci encore d'avoir été présent et d'avoir surmonté la peur de la 5e vague.